Les types d'actions qu'on menait, elles dépendent beaucoup bien sûr, un petit peu de la chapelle de l'étiquette politique, que l'on revêt. Alors on peut estimer qu'il y a plusieurs grandes familles dans la gauche radicale. Il y a ceux qui sont portés sur une action, de type institutionnel, qui vont participer aux élections. Un exemple, ce serait la France insoumise, par exemple. Les syndicats aussi, qui sont encore quelque chose à part et qui, eux, sont vraiment concentrés sur, l'action dans le monde du travail. Il y a il y a les organisations de type, associatif, associations de quartier, associations, culturelles, voilà ce genre de choses. Les mouvements, on va dire, hybrides, moi que j'appelle hybrides, qui sont à la fois dans l'action institutionnelle, dans l'action électorale et en même temps dans le militantisme de terrain. Heu, pour donner un exemple, les mouvements, écologistes, féministes. Et enfin, on va avoir une frange plus radicale, dans sa tactique, une frange plus révolutionnaire et là encore, on va avoir des sous-divisions entre les différentes idéologies, entre les marxistes, entre les anarchistes. Donc moi, je j'étais plutôt dans une catégorie, enfin dans une mouvance, anarchiste libertaire, donc focalisée sur, l'action de terrain, l'action militante, voilà, p s assez souvent violente, dans certaines circonstances bien sûr, mais dans les modes d'action, on était, dans mon mouvement idéologique, on était, plutôt porté sur, voilà, sur la confrontation avec les forces de l'ordre. On était dans la manifestation, non déclarée, on était dans l'appui aux grèves, aux mouvements sociaux, au blocage de lycées, voilà, ce genre de choses. Hem, il faut il faut savoir que la gauche est divisée, la gauche radicale est divisée, surtout par ses méthodes stratégiques, plus que par son idéologie. On y reviendra plus tard, mais les clivages, qu'il peut y avoir au sein de la gauche radicale ne sont pas tant idéologiques parce que l'idéologie, au fond, est la même, c'est le marxisme, c'est la gauche révolutionnaire, mais ils vont être divisés surtout par leurs attitudes, stratégiques. Comme je l'ai dit, il y en a qui préfèrent, heu, imposer leur politique, via des réformes électorales, heu, tandis que d'autres vont chercher des méthodes d'action plus directes, parfois plus violentes. Donc le ouais, le milieu dans lequel j'appartenais était surtout, concentré sur l'action directe. Mon ressenti était que c'était un mouvement, mon ressenti avec le recul, hein, bien sûr, était que c'était un mouvement assez amateur, dans le sens où, on avait p c'était pas des mouvements organisés. La plupart des organisations, qui appartiennent à cette mouvance sont des organisations, informelles, non déclarées. Je pense, voilà, à l'Action antifasciste, à la Jeune Garde, par exemple, le groupe antifasciste qui est présent sur Lyon ou dans d'autres villes en France, la fédération anarchiste, bien sûr, voilà, ce sont des groupes qui sont informels ou qui sont basés sur des liens relationnels, plus que politiques, hein. On n'a pas de carte d'adhérent, on est membre parce qu'on est connu. C'est assez secret, c'est assez renfermé, sur lui-même, à cause voilà, de la peur de l'infiltration policière, ce genre de choses. Donc c'est un mouvement assez amateur, c'est un mouvement assez système D, hein, où on fait un petit peu avec les moyens du bord, moyens financiers assez restreints, moyens matériels également. On se débrouille un petit peu avec ce qu'on a, mais c'est un mouvement qui est très, consistant, qui est très, structuré au niveau de la pensée, au niveau idéologique. Heu ce sont beaucoup, il y a énormément de gens qui sont issus, du monde étudiant ou du monde, universitaire. Donc voilà, ce sont des gens qui produisent beaucoup de contenu, théorique.
ou qui en distribuent. Et c'est aussi un milieu très important qui peut compter sur l'appui euh, d'un grand réseau de sympathisants. C'est-à-dire que un un militant de gauche, quelle que soit son appartenance partisane ou idéologique, va pouvoir compter sur l'appui des différentes organisations, des autres militants, des autres organisations. Parce que, encore une fois, il y a cette unité idéologique au-delà des divisions tactiques. Et donc, ça amène des organisations, comme j'ai dit, assez peu professionnelles, assez restreintes, à pouvoir compter sur le soutien bah voilà, de réseaux associatifs, de réseaux militants, du soutien, par exemple, d'élus, hein, d'élus de la. Si je prends l'exemple de la mairie de Besançon, on avait souvent des contacts avec certains membres de la majorité municipale qui étaient à l'époque au Front de gauche ou au PCF ou à Europe Écologie, pas au Parti socialiste hein, qui nous aimait pas trop. Mais voilà, on a en fait l'unité idéologique permet une solidarité malgré les profondes dissensions sur le plan stratégique, permet une solidarité et permet une entraide et permet que des organisations assez réduites finalement ne se retrouvent pas isolées ou étouffées par leur propre faiblesse numérique. D'accord. Mais tu nous racontes toute cette expérience d'extrême gauche parce que tu y étais, mais finalement tu y es plus. Quel a été le déclic en fait qui a fait que tu en es parti? Alors qu'elle se présente comme la combattante vertueuse contre le mal absolu, qui est le prétendu fascisme à droite. Est-ce que c'est peut-être ton passage dans l'armée de terre? Et même pourquoi en fait tu t'es dit à un moment, moi, militant antifa, qui est contre l'ordre institutionnel, je vais m'engager comme militaire. Alors ça je vais l'évoquer brièvement parce que ça n'est pas véritablement lié à mon engagement politique. En fait, mon engagement dans l'armée, c'était dû à plusieurs considérations, voilà, personnelles. L'une d'entre elles était que tout militant de gauche que j'étais, bon, je détestais quand même les terroristes, je détestais quand même les mecs qui ont fait le Bataclan, qui ont fait Nice, qui ont fait l'Hypercacher. Donc voilà, il y avait ça qui rentrait en compte. Donc si tu veux, je mettrais ça à part parce que c'est vraiment lié à mon parcours personnel et pas à mon parcours politique. Et aussi, effectivement, on m'a beaucoup posé la question, est-ce que c'est l'armée qui t'a fait plutôt pencher à droite? Non, absolument pas. Je dirais que mon, mon revirement idéologique, si je puis dire, a eu lieu à peu près en même temps, que mes années d'armée, mais c'était pas du tout lié. C'est certainement pas, l'armée qui m'a poussé à devenir, nationaliste. Je sais pas si certains, dans le chat ont déjà été dans l'armée, mais bon, c'est pas un milieu où on parle politique, hein. C'est pas un L'armée, c'est absolument pas une profession, politisée. Heu, voilà, on parle pas de ces sujets-là et c'est pas propice à l'illumination politique. Non, je dirais qu'il y a pas eu de déclic, hein, véritablement. En fait, à partir de, à partir de 2010, à peu près, même un petit peu avant, à partir de 2007, il y a eu une fracture idéologique dans la gauche. C'est-à-dire qu'avant, avant la période 2005-2007, donc entre les émeutes de banlieue de 2005 et l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, Heu, avant cette période-là, donc, le consensus à gauche, déjà, la force dominante de la gauche, c'était la social-démocratie. Donc en France, c'était par exemple, le Parti socialiste, en Allemagne, c'était le SPD. Donc c'était une gauche, réformiste, plutôt, plutôt libérale, relativement bien sûr, une gauche, qui était portée entièrement sur l'action électorale et c'était elle qui avait
l'hégémonie heu, dans le champ politique de gauche. À partir de la période 2005-2007, et c'est un phénomène qui s'est accentué surtout à partir de 2010, il y a commencé à y avoir, une montée en puissance, des discours qu'on a pu qualifier de, indigénistes ou racialistes, à gauche. Ça s'est formé, par exemple autour de collectifs type, le Parti des indigènes de la République de Horia Boutejda ou du collectif, des décolonisés. Heu, En fait, le consensus, ancien de la gauche qui était un petit peu, universaliste, hein, qui était un petit peu, la lu les résidus de la lutte des classes, a été effacé. C'est progressivement effacé face à un nouveau discours qui a pris, de l'ampleur depuis, 2007-2010. La gauche s'est historiquement construite sur le marxisme et sur l'idée de lutte des classes. Heu, Ça a été le grand point de référence idéologique, de la gauche depuis son origine en réalité, avec 2 composantes, la composante révolutionnaire, communiste et la composante social-démocrate, socialiste. Mais même la composante, réformiste, social-démocrate, gardait quand même, cet attachement aux références idéologiques de la lutte des classes. C'était par exemple le cas avec, Mitterrand qui faisait souvent allusion. Heu, ça a changé, hein, évidemment, avec, à partir des années 90, 2000 où là on est entré sur une gauche beaucoup plus, réformiste avec, Blair en Angleterre, Jospin, en France, où, les référents culturels, de la gauche n'ont pas été abandonnés, mais ont été un petit peu, mis de côté. Mais on y faisait quand même référence et la doctrine officielle de la gauche, toutes tendances confondues jusqu'ici, était que, il n'y avait pas de il n'y avait pas de distinction, sur la base, des races, de la nationalité, de la religion. Seule comptait, la lutte, pour obtenir de nouveaux droits sur le plan économique et social et tout discours qui viendrait, un petit peu diviser la population, sur des critères, ethniques, religieux et cetera, étaient fondamentalement des questions, bourgeoises, des questions, anti-gauchistes dans le sens où elles divisaient, heu, la classe ouvrière, elles divisaient la population. C'était le point de vue qui était adopté à la fois par les réformistes, à la fois par les communistes et aussi par, heu, la gauche, révolutionnaire, la gauche libertaire dont je faisais partie. Pour parler plus brièvement, voilà, pour nous, c'était le prolétariat contre la bourgeoisie. Le prolétariat ne devait pas être divisé, par nationalité, par religion, hein, il y avait cette phrase du manifeste du Parti communiste: «Les prolétaires n'ont pas de patrie», donc on s'en tenait à ça. Mais à partir de 2007-2010, il y a un nouveau discours, donc qui est devenu de plus en plus fort, qui a été finalement une transposition du marxisme à d'autres questions que la question économique, qui a un petit peu transposé le marxisme. On y reviendra un petit peu parce que je vais pas m'étendre trop sur ce sujet, mais qui va transposer la grille de lecture marxiste aux questions, raciales, ethniques, religieuses, sexuelles, enfin féministes, et cetera. Et l'effondrement de la gauche social-démocrate, du Parti socialiste, a laissé le champ libre à ces discours pour, prendre le leadership, prendre l'hégémonie petit à petit sur la totalité, du champ de la gauche. Et donc à un moment donné, il y a eu une fracture entre ceux qui adhéraient à ce nouveau discours et ceux qui étaient encore, restés à l'ancien discours, voilà, universaliste, de la gauche. Moi, j'en faisais partie et donc à partir du moment où il y a eu cette fracture, je me suis senti de plus en plus en décalage avec l'évolution de la gauche politique.
Tu veux, pour moi, quand je me suis engagé à gauche, déjà j'étais jeune, hein, j'avais 16 ans, mais j'avais des idéaux de justice sociale. Pour moi, la gauche, c'était défendre l'ouvrier, c'était conquérir de nouveaux droits, c'était voilà, défendre les salaires, défendre les retraites, défendre toujours plus de justice sociale. Il n'était pas question de décolonialisme, d'intersectionnalité, voilà, de toutes ces choses qu'on entend maintenant. Donc, en fait, les idéaux que je portais en arrivant dans ce champ politique, je ne les retrouvais plus. Je ne les retrouvais plus représentés, ou en tout cas pas suffisamment. Donc j'ai commencé à un petit peu me mettre en retrait. En partie pour des raisons personnelles, j'ai lâché l'action politique, je suis allé dans l'armée et en fait, le fait de m'extraire de ce milieu-là, de cette, un petit peu de cette bulle idéologique, bah, ça m'a permis de découvrir d'autres courants de pensée, d'autres horizons et en fait, je me suis rendu compte que, heu, le nationalisme, finalement, répondait plus aux idéaux que je portais à l'origine et offrait des solutions plus satisfaisantes que le discours de la nouvelle gauche qui se développait et qui était en train de devenir, hégémonique. Et donc voilà, ça s'est construit pendant quand même plusieurs années, mais au moment où je me suis engagé dans Génération Identitaire, voilà, je m'étais quand même fait une assez bonne idée du problème politique fondamental dans la société. Et voilà, et maintenant je me sentais beaucoup plus à l'aise idéologiquement, au niveau des principes, d'évoluer dans ce nouveau milieu nationaliste que de retourner finalement dans le milieu que j'avais quitté. D'accord, donc ouais, finalement, c'était la rupture qui a permis de Voilà, revenir à ce que tu ressentais vraiment à la base, quoi. voilà, D'accord. j'ajoute aussi, hem, il y a beaucoup de gens, parce que c'est pas la première fois que je donne cette intervention, je l'avais déjà donnée en présentiel, hein, en réel. Heu et il y a beaucoup de gens qui m'ont, demandé, en fait, qu'est-ce qui m'avait fait changer d'avis? Parce qu'ils voilà, ils cherchaient un petit peu à savoir qu'est-ce qui peut faire changer d'avis un militant de gauche quand même assez actif? Voilà, j'étais pas, sans rentrer dans les détails, j'étais pas simple colleur d'affiches, hein, au NPA de Besançon. Mais mais qu'est-ce qui a pu faire changer un militant convaincu? Heu et le transposer quelque part à l'autre bout du spectre politique. Et je vais peut-être décevoir, certaines personnes, mais ce qui m'a fait changer d'avis, c'est pas des arguments, c'est pas des débats, c'est-à-dire il y a pas un moment où finalement je me suis dit, enfin j'ai lu des statistiques, j'ai lu des argumentaires et je me suis dit: «Ouais, effectivement les nationalistes avaient raison depuis le début». Heu, je pense que c'est surtout lié au fait que, j'avais déjà, même quand j'étais à gauche, j'avais déjà des affects, j'avais déjà des ressentis qui, me destinaient quelque part à rompre avec, avec l'extrême gauche. Et en fait, la scission idéologique qu'il y a eu dans l'extrême gauche n'a fait que hâter ce processus. Je dis ça parce que, il y a beaucoup de gens qui croient on peut faire changer d'avis, une personne en lui présentant des arguments, en ayant un débat avec elle. Dans mon expérience, heu, dans ma modeste expérience, c'est très souvent faux et en général, c'est surtout les ressentis, c'est surtout les affects, les ressentis, sentimentaux qui font qu'on adhère ou pas à tel mouvement de pensée. Mais ça on développera, je pense un peu plus tard. Et tu parlais tout à l'heure, du marxisme, voilà, qui était la colonne vertébrale. Est-ce que tu pourrais expliquer, premièrement, ce qu'est le marxisme en soi pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette idéologie dans l'audience? Et pour mieux nous dépeindre, nous décrire, heu, cette colonne vertébrale, comme tu disais, de l'extrême gauche. Hem, donc est-ce que c'est vraiment défendre les opprimés contre les oppresseurs? Est-ce que c'est finalement une rhétorique marxiste, comme tu dis, qui est appliquée à une nouvelle population, peut-être pour incarner un renouveau,
là où il y a une stagnation avec, l'opposition classique de l'ouvrier et de la bourgeoisie. Oui, absolument. Pour résumer, honnêtement, la question du marxisme, la théorie marxiste, elle mériterait une conférence à elle-même, hein. Et encore, je pense que ce serait pas suffisant, donc je vais être le plus concis possible. Le marxisme, donc, est fondé sur un présupposé, sur une hypothèse, c'est que la société est traversée par un antagonisme fondamental. D'un côté, vous avez la bourgeoisie, donc ceux qui détiennent le capital, les capitalistes, et le prolétariat, c'est-à-dire la grande masse des travailleurs, l'immense majorité de la population. Le marxisme pose qu'il y a une classe dominante, donc la bourgeoisie, une classe dominée, le prolétariat. Et l'objectif politique est que le prolétariat s'organise, qu'il renverse la classe dominante, qu'il renverse la bourgeoisie pour instaurer une société sans classe. Et ça, j'insiste bien là-dessus. Le but n'est pas d'arriver à une égalité, à une entente, à une coopération ou à une égalité entre les différentes classes sociales. Le but est d'abolir les classes sociales. Pour abolir les classes sociales, pour instaurer la société sans classe, il faut abolir, il faut liquider socialement la classe dominante. Donc, ça, on va dire, l'idée fondamentale du marxisme. L'extrême gauche peut être définie comme toute la partie de la gauche qui a appliqué, qui a accepté euh, cette, euh, cette vision du monde, cette dialectique-là, c'est-à-dire qui considère que il y a une opposition entre deux classes antagonistes. Le but est d'abolir toutes les classes, toutes les distinctions de classes, et il faut pour ça euh, passer par une phase révolutionnaire. Voilà, si on devait résumer, définir ce qu'est l'extrême gauche, on pourrait dire c'est la partie de la gauche qui cherche à transformer radicalement les institutions politiques et sociales pour aboutir à une société sans classe, donc sans inégalité. Euh, ce n'est pas une affaire de parti. Euh, on peut retrouver dans un même parti politique des gens qui peuvent être classés à l'extrême gauche et d'autres non. Si je prends par exemple Europe Écologie, Yannick Jadot, par exemple, n'est pas un révolutionnaire. Il ne veut pas une transformation radicale des institutions. Il veut gérer, il veut améliorer les institutions, mais il ne veut pas les transformer radicalement. À l'inverse, Sandrine Rousseau, par contre, est une révolutionnaire. Elle peut être classée à l'extrême gauche parce qu'elle cherche à transformer les rapports sociaux dans la société. Jean-Luc Mélenchon est un révolutionnaire. Il veut transformer les institutions et les rapports sociaux. Évidemment, tout ce qui est NPA, anarchiste, ça c'est évidemment à classer dans la gauche révolutionnaire. Donc voilà, donc extrême gauche, on peut dire que c'est la gauche révolutionnaire. Et pour donc revenir au marxisme, donc à l'opposition de classe, pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que comme je l'ai dit, il y a eu effectivement une transcription de cette grille de lecture à d'autres questions que la question économique, que la simple opposition économique entre bourgeois et prolétaires. Euh, Cette grille de lecture, elle a été appliquée aux oppositions entre les Français et les étrangers ou les immigrés, entre les blancs et les non-blancs, entre les hommes et les femmes, entre les homosexuels et les hétérosexuels, etc. À chaque fois, vous retrouvez le même schéma. La gauche considère que tout rapport humain, tout rapport social est constitué, est fondamentalement un rapport inégalitaire et donc un rapport de domination. Tout rapport d'altérité est un rapport de domination. Les rapports entre hommes et femmes, entre blancs et non-blancs, entre le parent et l'enfant, entre le petit et le grand, enfin ce que vous voulez, tout rapport d'altérité est fondé sur un rapport de domination. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie qui est favorisée, qui est dominante, et une catégorie qui est opprimée. Et donc ça, c'est appliqué à tous les rapports sociaux par la gauche révolutionnaire moderne. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Avant, vous aviez la classe dominante, les capitalistes, la classe dominée, les prolétaires. Et ben, appliqué aux autres rapports sociaux, vous avez classe dominante, les Français de souche, classe dominée, les immigrés ou les personnes d'origine immigrée. Classe dominante, les hommes, classe dominée, les femmes, classe dominante, les hétérosexuels, classe dominée, les homosexuels, etc. Et ça, c'est applicable partout. Donc voilà, ça, c'est le, euh, le fondement, le fondement primal de la gauche révolutionnaire. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire très attention à ce discours? Eh ben, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, le but n'est pas pour la classe dominée d'obtenir une égalité des droits avec la classe dominante. Elle n'est pas d'établir une coopération avec elle au sein d'une même société. Le but, c'est que la classe dominée abolisse la classe dominante, qu'elle la liquide pour obtenir une société sans inégalité. Alors, dans l'opposition entre bourgeois et prolétaires, concrètement, où est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre en commun les outils de production, socialiser les usines, les entreprises. Voilà, ça, on a eu des expériences dans le passé. Mais du coup, pour, par exemple, l'opposition entre Français de souche et immigrés, comment est-ce qu'on fait pour abolir la classe dominante, c'est-à-dire les Français de souche? Eh ben, on encourage le remplacement de population, on encourage le métissage et surtout, on va attaquer tout ce qui peut constituer un référent, un référent idéologique pour la classe dominante, donc pour les Français de souche. C'est-à-dire que l'existence même d'un peuple français, l'existence même d'une identité française, d'une identité européenne, est en elle-même un marqueur de domination. C'est-à-dire que le simple fait qu'il y ait un peuple français, c'est une oppression. Parce que ça maintient une classe dominante et une classe dominée. Donc si on veut obtenir une égalité, eh ben, il faut liquider socialement, politiquement, et on peut le craindre si les discours continuent à évoluer dans ce sens physiquement, la classe dominante. Idem pour l'opposition entre hommes et femmes. Comment est-ce qu'on fait pour liquider la classe dominante, que sont les hommes? Enfin, considérée comme dominante, que sont les hommes? Eh ben, on va s'attaquer à l'identité masculine, au privilège masculin, hein. On va s'attaquer à l'identité même d'un homme en promouvant la non-binarité de genre, voilà, les transgenres, ce genre de choses. En fait, on va chercher à effacer tout ce qui peut constituer une identité euh, propre à un groupe social, que ce soit les Français de souche, les hommes, les Européens, etc. Donc ça, l'objectif fondamental de la gauche révolutionnaire, c'est de liquider la classe dominante. Et ça aussi, pourquoi j'insiste tellement là-dessus, c'est parce que j'entends beaucoup à droite, dans le camp national, des gens s'étonner euh, que la gauche adopte parfois des positions qui peuvent paraître surprenantes. Certaines personnes s'étonnent de voir la gauche défendre la discrimination positive, parce qu'après tout, s'ils sont contre le racisme, ils sont contre la forme de discrimination. S'ils sont contre l'oppression religieuse, pourquoi est-ce qu'ils défendent les musulmans? Et ben ça, ces discours-là, en fait, sont dus à une méconnaissance, à une mauvaise compréhension des intentions et des objectifs de la gauche. Encore une fois, le but n'est pas que les différentes classes coopèrent ou cohabitent pacifiquement dans la même société. Le but est, encore une fois, de porter un conflit entre deux classes considérées comme antagonistes. Donc, dans l'esprit de la gauche, il ne peut pas y avoir de, de paix sociale in fine, entre bourgeois et prolétaires, entre Français de souche et descendants d'immigrés, entre hommes et femmes, etc. Donc, il ne faut surtout pas s'étonner euh, de-
les discours de la gauche ou les qualifier d'hypocrisie ou de double discours. En fait, il faut tout simplement intégrer le fait que la gauche ne va pas, elle ne va pas, par exemple, condamner la discrimination en elle-même. Elle va condamner la discrimination lorsque ça touche une classe dominée. Elle ne va pas soutenir la liberté d'expression en elle-même, elle va soutenir la liberté d'expression de la classe dominée. Par contre, la classe dominante, évidemment, elle va combattre sa liberté d'expression. Elle ne va, jamais vous ne verrez la gauche défendre la liberté d'expression, de reconquête ou du Rassemblement national. Encore une fois, parce qu'elle ne défend pas euh, des principes absolus, elle ne défend pas des principes moraux ou philosophiques, elle défend euh, ce qui lui permet de continuer son combat pour la dissolution de ce qu'elle considère comme une classe dominante. Ça, voilà, ça c'est pour résumer l'idée fondamentale qui porte toute la gauche radicale. Et donc c'est au final une idée que vous allez retrouver parfois avec des mots différents, mais l'idée reste la même, à la fois chez les anarchistes, chez les marxistes, type NPA, Lutte ouvrière, à la France insoumise, à Europe Écologie. Et parfois, vous allez même retrouver ce type de discours voilà, dans la gauche non révolutionnaire, type Parti socialiste. Parce qu'encore une fois, le fondement idéologique de toute la gauche, quelle que soit leur divergence au plan stratégique, c'est le marxisme, c'est l'opposition de classe et c'est le renversement de la classe dominante pour abolir toutes les inégalités. D'accord, donc tu nous as bien expliqué ce que c'était le marxisme, en quoi ça consistait. Mais je me demandais, parce que par exemple, aux actualités, on entend parfois les termes donc Antifa, comme tu disais, Black Bloc, etc. Donc ils sont tous un peu des mouvements d'extrême gauche. Euh, est-ce qu'ils ont, est-ce que c'est simplement une division tactique ou est-ce qu'il y a réellement une division idéologique entre eux qui les fait se séparer? Alors, non, c'est surtout tactique. En fait, déjà, puisqu'on parle des Antifa et des Black Blocs, ce ne sont pas des mouvements idéologiques. Heu, à Black Bloc, par exemple, c'est une tactique, heu, dans les manifestations. C'est une, c'est une forme de c'est une forme de oui, d'organisation tactique pour qu'un groupe puisse commettre des actions, violentes lors d'une manifestation, puisse, monter en intensité, heu, lors des affrontements avec les forces de l'ordre, tout en minimisant les risques de répression. Donc Black Bloc, ce n'est pas, une idéologie, c'est vraiment une tactique, qui est surtout utilisée, certes par les mouvements, anarchistes et libertaires, mais qui ne leur est pas propre. Quant au milieu antifa, heu, toute la gauche est antifasciste. Je vais même dire qu'actuellement, le cœur idéologique de la gauche, ce n'est même plus tant, la lutte des classes au sens, opposition entre bourgeois et prolétaires, hein, ce n'est même plus la question sociale, c'est l'antifascisme. Et par antifascisme, j'entends lutte contre tout ce qui constitue une identité française et européenne. Si vous voulez, pour eux, pour la gauche, quand ils parlent d'antifascisme, l'existence même du peuple français européen est fasciste. L'identité française est essentiellement fasciste. Parce que pour eux, fascisme, c'est un peuple français européen qui existe. Comme je l'ai dit, si on considère que le peuple français est la classe dominante dans l'antagonisme national, eh bien, l'existence même de cette classe est essentiellement fasciste, est essentiellement oppressive. Donc, si vous voulez, quand un militant d'extrême gauche pense au fascisme, il va pas penser bottes de cuir, chemise brune et baudrier. Il va penser béret, baguette sous le bras et marinière. Voilà, pour le français de base, l'existence, le simple fait qu'il y ait un peuple français qui existe, c'est fasciste. C'est ça l'extrême droite pour eux. Hem, est-ce que les divergences sont véritablement, purement tactiques ou est-ce qu'il y a des oppositions idéologiques? Oui, on va dire qu'il y a des oppositions idéologiques, mais in fine,
hem, ça se rapporte quand même un petit peu toujours à la stratégie. C'est-à-dire que l'objectif final est le même, c'est-à-dire aboutir à une société, sans classe, sans discrimination, sans inégalité, mais les divergences vont porter sur la manière dont on peut faire, advenir cette société. Les réformistes, les sociaux-démocrates, eux, disent qu'il faut, participer au jeu institutionnel et la faire advenir cette société par des réformes, successives, des réformes graduelles, heu, tandis que, les révolutionnaires, marxistes ou anarchistes, eux, heu, veulent accéder à cette société directement par une révolution violente. Donc, il y a des différences idéologiques, mais au final, ça porte sur une opposition de stratégie, pas une opposition de principe. D'accord. Peut-être maintenant revenons à un sujet un peu plus terre à terre. Ouais, Hem, d'ailleurs, si je puis me permettre, vas-y, si, vas-y. si tu, si toi ou quelqu'un dans le chat trouve que c'est un petit peu trop, c'est pas assez, comment dire, c'est un peu trop obscur que je dis, parce que c'est vrai que je fais des longues tirades, j'emploie parfois des termes un petit peu barbares. Si tu trouves que ce que je dis mon propos est trop obscur et un peu trop difficile à appréhender, surtout, n'hésite pas à me le faire savoir. Bien sûr, si quelqu'un, veut me faire la remarque, écrivez dans le vocal écrit. Il pourra revenir sur ses propos pour, mieux expliquer comme il le dit. Donc revenons à un sujet plus terre à terre, comme je le disais. Parfois on voit, des partis de droite qui font des déclarations où leurs militants se font attaquer et on sent qu'il y a très peu, voire aucun soutien entre partis de droite. Contrairement à la gauche qui soutient constamment leurs militants et les antifas, comme tu disais tout à l'heure, je peux citer par exemple Sandrine Rousseau qui disait les antifas ne sont pas violents, ou le maire PS de Villeurbanne qui défend un collectif antifa au nom de la liberté d'expression, un peu cocasse. Est-ce que ce manque de soutien, c'est quelque chose qui fait défaut à la droite et qui nous empêche de gagner face à l'extrême gauche? Oui, et je serais même prêt à dire que c'est, le problème principal, enfin, en tout cas le plus dramatique. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a une solidarité sans faille entre les différents courants, de la. Je tiens à préciser que, parfois les divergences, les oppositions qu'il peut y avoir entre ces différents partis, elles peuvent être très intenses, très violentes, très virulentes, hein, parfois. Combien de fois, j'ai entendu des camarades, anarchistes dire, que les gens du front de gauche, c'était des sociaux traîtres, c'est des staliniens, et cetera. Combien de fois j'ai entendu, des camarades du NPA, dire que, les mecs du Parti socialiste, c'était les premiers qu'il faudrait purger parce que c'était des bourgeois, ce genre de choses. Mais au final lorsqu'il y a, attaque, quand la situation l'exige, tous ces mouvements-là feront bloc. Pour 2 raisons. Déjà parce que, comme je l'ai dit, il y a une idéologie commune, l'objectif final reste le même, et aussi parce que la gauche a parfaitement intégré, ce que, la droite ou le mouvement national n'a jamais fait, c'est que, l'action politique doit exister sous plusieurs formes. C'est-à-dire qu'il doit y avoir plusieurs formes d'action politique pour mener une, des avancées sur le terrain des idées. Je m'explique. Il va y avoir, plusieurs formes d'action, j'en ai détaillé quelques-unes, mais on distingue à peu près, 4 types d'actions politiques à l'extrême gauche. D'abord, vous allez avoir, ce qu'on peut appeler les démineurs ou les éclaireurs, c'est-à-dire les gens qui vont, émettre une idée qui, à première vue, parce elle n'a jamais été émise avant, à première vue, elle peut paraître complètement délirante, complètement saugrenue, heu, elle peut même s'attirer les moqueries ou l'indifférence générale. Exemple concret, Sandrine Rousseau qui dit, «Le barbecue, c'est, machiste». Tout le monde se moque d'elle, tout le monde ça fait rire tout le monde. Ceux-là, ils vont, leur rôle,
ça va être d'émettre une idée volontairement choquante, volontairement, oui, outrageuse, heu, pour un petit peu, tâter le terrain, voir comment cette idée peut être reçue et jusqu'à quel point on peut la pousser. Ensuite, la 2e vague, ça va être les autorités intellectuelles, donc les universitaires, les médias, les personnalités du monde culturel, du monde éducatif, qui eux vont apporter une caution d'autorité intellectuelle à l'idée de base. C'est-à-dire que vous allez avoir des universitaires qui vont dire, oui, effectivement, des études de l'université de machin prouvent que ce que Madame Rousseau dit est vrai. Un journaliste va faire une enquête, voilà, notre reportage sur Combini, sur Huffington Post, etc. Il va y avoir, je sais pas, une série Netflix, pour accréditer cette thèse, et cetera. Donc qui vont, heu, accréditer cette idée, dans l'esprit public. Donc là, l'idée passe de, heu, folie totale à idée sérieuse qui mérite d'être considérée. 3e étape, les militants qui vont, mener des campagnes de terrain pour revendiquer cette idée et pour, faire penser qu'il y a heu, une volonté de la population, de voir ce sujet pris en compte par les autorités. Donc là, ça va être, les militants écologistes, les militants antifascistes, voilà, qui vont faire le travail de terrain. Et la 4e vague, ça va être la vague institutionnelle, où les personnes qui sont en poste dans les institutions, au parlement, dans les conseils, généraux, départementaux ou même au gouvernement, vont, finalement, entériner cette idée et en faire une loi. Sinon sous sa forme originelle, au moins sous une forme édulcorée. Mais voilà, vont transformer une idée qui était à la base totalement irréaliste en un projet de loi et en une réalité. Et donc ça, en fait, c'est comme ça qu'on monte une offensive politique. Et ça, c'est uniquement possible parce que les différents composants de la gauche savent qu'on ne peut pas réussir à monter ces offensives politiques et donc à faire progresser ces idées, à faire adopter, dans la législation, ces idées, ces propositions, qu'en agissant sur différents terrains d'action. Et vous remarquez d'ailleurs que, il y a certaines personnalités qui agissent sur plusieurs tableaux, en même temps. Heu, Encore une fois, je reprends l'exemple de Sandrine Rousseau. Bah, elle va jouer le rôle de démineuse, hein, en proposant des idées, un petit peu exubérantes. Elle est, heu je crois, vice-présidente de l'université de Lille, hein, si je dis pas de bêtises, ou de Paris, je me rappelle plus. Donc elle fait partie du milieu universitaire, donc elle va pouvoir agir sur, l'accréditation de l'idée. Et elle est aussi, militante politique, donc elle va militer pour, l'idée qu'elle a lancée précédemment et en plus, elle est au parlement. Donc elle va pouvoir intervenir sur les 4 champs d'action. Donc c'est là où on se rend compte, en fait, à quel point les gens comme Sandrine Rousseau, dont, tout le monde se moque, enfin, dont beaucoup de gens, se moquent, ou beaucoup de gens la prennent pas au sérieux, en fait, c'est une militante politique redoutable. C'est quelqu'un idéologiquement et politiquement d'extrêmement dangereux. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je ne sais pas si vous vous rappelez quand il y a eu la primaire, Europe Écologie, hein, la primaire pour désigner leur candidat à la présidentielle, tout le monde se riait de Sandrine Rousseau, tout le monde se tenait les côtes quand il l'entendait parler. Et il y a eu beaucoup de petits malins à droite qui se sont dit: «Allez tiens, est-ce qu'on va pas la faire monter un petit peu, est-ce qu'on va pas un petit peu lui donner de la force pour la faire, pour la faire élire? Comme ça, quand elle se présentera à l'élection présidentielle, tout le monde verra à quel point elle est idiote et à quel point elle est ridicule». Bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a effectivement été élue, pas à l'élection, pas à la primaire d'Europe Écologie, mais parce qu'elle a pu, défendre des idées tellement radicales, tellement incroyables, sans fléchir, en assumant de se recevoir, tous les crachats, tous les quolibets. Ça a renforcé, sa crédibilité dans son camp politique et donc elle s'est constituée une base militante et une base électorale et du coup
maintenant, Sandrine Rousseau, bah, elle est au Parlement. Elle est députée à l'Assemblée nationale. Donc bien joué les mecs qui se disaient, ouais, Sandrine Rousseau, tous les, et tout ce qu'elle représente, hein, tous les féministes à cheveux bleus, les gauchistes qui pèsent 40 kilos, les hommes soja, voyez un petit peu à quoi ça amène de sous-estimer son ennemi. Je trouve que ça, c'est un gros problème qu'il y a dans le mouvement national, c'est de sous-estimer l'adversaire. Je rappelle que la gauche, c'est un mouvement idéologique qui est fondé sur l'idée de lutte, qui est entièrement dédié à la lutte politique pour faire avancer ses idées. Sous-estimer ce genre d'adversaire, c'est une faute politique, je crois, majeure. Mais donc, pour revenir à l'idée, enfin, aux propos de base, la gauche, effectivement, maintient une solidarité sans faille entre ses différentes composantes, chose que n'a pas la droite, ou le mouvement national, ou le mouvement patriote, comme vous voulez. Pour deux raisons. Déjà parce que la droite n'a pas d'idéologie. Elle n'a pas d'idéologie unique comme la gauche. Il n'y a pas d'équivalent de droite du marxisme. On a un nombre incalculable de chapelles, hein. Il y a des libéraux, il y a des souverainistes, il y a des nationalistes, il y a des royalistes, il y a des, voilà, un petit peu tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'unité idéologique de la droite ou du mouvement national. Donc première raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de solidarité. Et deuxième raison, c'est que chaque chapelle idéologique qu'il peut y avoir dans le mouvement national se concentre sur un seul terrain d'action, sur le terrain électoral, sur le terrain, on va dire, de l'action violente, sur le terrain de l'action culturelle. Voilà. Il n'y a jamais de coopération entre les différents modes d'action. Et donc chacun reste concentré sur sa crèmerie, ne parle pas aux autres mouvements, refuse de collaborer avec eux. Et donc à plus forte raison parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'objectif commun, il n'y a pas d'idée commune, euh, sinon négative. Il y a effectivement un rejet commun de l'immigration, il y a un rejet commun euh, des mouvements LGBT. Mais un rejet, une opposition, ça ne fait pas une unité. On ne peut pas construire une unité durable sur une opposition. Donc voilà, ça c'est les deux raisons pour lesquelles le mouvement national n'arrive pas à monter une unité, une solidarité concrète et durable entre ces différentes composantes, et c'est effectivement un des avantages, sinon l'avantage principal de la gauche sur nous. Ouais. Et donc tu disais, faut vraiment prendre Sandrine Rousseau comme quelqu'un de très dangereux. Faut la prendre au sérieux parce qu'elle est sérieuse dans ses propos en fait. Et Quel peut-être on a pu le voir, je peux élargir peut-être à toute la gauche en fait. Toute la gauche qui s'est qui a attaqué, enfin qui s'est presque accaparé, c'est peut-être aussi de notre faute à la droite, qui s'est accaparé tout le champ du social, qui s'est accaparé euh, voilà les pauvres, ceux qui se sentent délaissés par les autres. Euh, on a vraiment l'impression que la gauche a un avantage. Qu'est-ce que tu nous conseillerais, qu'est-ce que tu conseillerais en général à la droite pour augmenter notre visibilité sur ce plan-là et notre impact général sur le sujet? Alors pour le sujet purement social, déjà quand même, il faut reconnaître un état de fait qui, pour le coup, va dans notre sens, c'est que la question sociale, économique, a été largement lâchée par la gauche en général, qui maintenant se concentre surtout sur des questions d'antiracisme, de féminisme, d'écologie. La question sociale, le parti en a qui s'est appuyé sur cette question-là et qui en a profité le plus électoralement, c'est le Rassemblement national. Ça, pour le coup, c'est vraiment une avancée considérable qui convient de saluer, hein. Aujourd'hui, la France ouvrière, la France défavorisée, la France rurale, périphérique, euh, aujourd'hui, le parti qui incarne le mieux cette France, c'est le Rassemblement national. Ce n'est plus la gauche. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, c'est un petit peu le constat quand on fait des hommes Roussel du PCF ou surtout François Ruffin de la LFI, heu, qui ont justement constaté cette rupture entre, entre les classes défavorisées et la gauche qui pourtant est censée être son défenseur historique. Déjà, au moins là-dessus, il y a eu du progrès. Maintenant, il faut parler du contexte social et politique actuel. Je pense que ça n'aura échappé à personne ici que notre pays traverse actuellement un climat politique, social et économique, on va dire, un petit peu tendu, hein, un petit peu délétère. Délétère au point qu'on ne peut plus écarter que dans les mois qui arrivent, peut-être même plus tôt qu'on ne le croit, on se retrouve face à une crise politique et sociale en France de grande ampleur. Quand je dis ça, je pense gilets jaunes, mais encore plus, hein, gilets jaunes plus 3 ans de mépris, d'effondrement économique, d'enfermement des populations à cause du Covid. Voilà, donc gilets jaunes, mais bien remontés. Ça, honnêtement, je pense que dans les 6 mois qui se présentent à nous, je pense que cet état de fait est inévitable. Je pense, et d'ailleurs, même le régime, même la Macronie s'en rend bien compte, enfin, tout le monde s'en rend compte, quelle que soit l'appartenance politique. Et pourquoi est-ce que ça doit nous poser en souci et qu'on doit considérer cette question vraiment très au sérieux? C'est que dans le cas où, effectivement, il y a une situation de mouvement social, de grève, voire d'insurrection. Il va y avoir une masse de gens qui vont se retrouver, heu, qui vont avoir intérêt au renversement du système. Ces gens-là vont, se tourner vers la première mouvance politique qui va être capable d'orienter et de conduire le mouvement de masse. Or, posons-nous la question, qui aujourd'hui de la gauche radicale, que ce soit la LFI, les écologistes, ou le NPA par exemple, qui de la gauche radicale ou du mouvement national, que ce soit le RN ou Reconquête, tient aujourd'hui la rue? Qui est le plus présent dans les universités? Qui est le plus présent dans le monde du travail via les syndicats? Qui est capable de mobiliser des milliers de personnes du jour au lendemain dans des manifestations ou dans des grèves? Qui détient la majorité des instances médiatiques et culturelles, c'est-à-dire ceux qui influencent l'opinion de la masse? Qui s'est posé comme l'opposant, la force d'opposition la plus virulente et la plus radicale euh, à Emmanuel Macron. Je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. Si jamais il y a effectivement une situation insurrectionnelle en France, situation de contestation sociale, il y a fort à parier que ce soit la gauche radicale qui récupère ce mouvement-là. Ils n'ont pas réussi, ou en tout cas pas totalement réussi à récupérer le mouvement des Gilets jaunes, qui était pourtant un mouvement sociologiquement plus proche de l'électorat du RN, hein, justement. Ils n'ont pas totalement réussi, sauf un petit peu sur la fin. Ils n'ont pas réussi à récupérer le mouvement de contestation contre le pass sanitaire. Ce serait à mon sens une grande erreur de croire qu'ils vont commettre la même erreur une troisième fois. Surtout que là, le social, l'inflation, la vie chère, ça c'est le terrain politique traditionnel de la gauche. Là où je veux en venir, c'est que si nous, le mouvement national, nous ne voulons pas être balayés politiquement par la vague de contestation qui vient, il est impératif que nous fassions nôtres les revendications sociales de la population sur
l'énergie, sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, et cetera, que nous les fassions et que nous, prenions un petit peu, les rênes du mouvement de contestation, que nous allions dans les manifestations, hein, concrètement. Ce que ça veut dire, c'est que nous allions dans les manifestations, même parfois qu'on les lance nous-mêmes, qu'on aille sur les piquets de grève, qu'on aille soutenir les revendications de la population, qu'on aille dans les universités. Je vous un exemple concret, actuellement, avec la section GZ de Lyon, nous avons entrepris de contacter différents mouvements nationalistes locaux pour monter un comité de mobilisation, justement pour lancer des campagnes, sur ces thématiques-là. Parce que, si nous, nationalistes, patriotes, nous ne prenons pas, nous n'imposons pas nos thématiques, ou en tout cas nous n'imposons pas notre présence dans la contestation sociale, ce seront nos ennemis politiques qui le feront, et là de 2 choses l'une. Soit Emmanuel Macron, le pouvoir, le régime parvient à rester en place, il parvient à réprimer le mouvement social, l'État va se renforcer. La première chose qu'ils vont faire, c'est liquider leurs opposants politiques de gauche comme de droite, et on est tous morts. Deuxième cas de figure, l'insurrection triomphe, Macron est renversé, on se retrouve avec un gouvernement provisoire d'extrême gauche, éventuellement Mélenchon, chef de l'État par intérim. Leur priorité absolue, ce sera de liquider leurs ennemis politiques, c'est-à-dire nous, et on est tous morts. Donc, je répète, si nous ne prenons pas immédiatement la mesure de la contestation sociale qui s'annonce et que nous ne nous y imposons pas immédiatement en son sein, on va droit à la catastrophe. Parce qu'encore une fois, je rappelle que la gauche, l'extrême gauche, leur objectif n'est pas d'entamer un débat contradictoire, de vivre en bonne intelligence avec nous. Ils ne veulent pas coopérer ou cohabiter avec nous. Ils veulent nous liquider. Liquider politiquement, liquider socialement et pour la majorité, liquider physiquement. Ça, je veux pas jouer les Cassandres, hein, ou commencer à faire des prophéties alarmistes, mais il faut que tout le monde se saisisse de la gravité et du danger que cette situation peut représenter. Donc, pour terminer là-dessus, j'invite tout le monde au sein de Reconquête et au sein des autres mouvements, s'il y a des personnes d'autres mouvements qui nous écoutent, euh, à se coordonner là-dessus et à se préparer aux campagnes politiques qui peuvent advenir dans les mois qui viennent. Donc, pour renverser la vapeur au niveau politique, en fait, et même, ce serait peut-être une mesure vitale, c'est d'être vraiment présent au niveau de la mobilisation populaire euh, pour, euh, pour vraiment renverser cette vapeur. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres leviers ou est-ce que c'est le levier principal pour, euh, pour se sortir de là, en fait? Alors, dans l'immédiat, oui, parce que le, ça va arriver trop vite pour qu'on puisse mettre en place des plans d'action comme la gauche l'a fait, parce que ça prend beaucoup de temps, hein, d'investir les milieux universitaires, médiatiques pour travailler l'opinion publique. Ça demande énormément de temps, voilà, d'avoir des personnes aux différents leviers institutionnels. Mais malgré tout, là où effectivement je dis oui, c'est que le futur de l'action politique, pour Reconquête et pour le milieu national en général, ça va se passer sur le terrain, ça va se passer dans l'action militante. On l'a bien vu, le terrain électoral, pour nous, Reconquête GZ, actuellement, il est bouché. On va pas tourner autour du pot. Électoralement, c'est très compliqué pour nous. Parce que, voilà, on a un concurrent qui est installé depuis 50 ans sur sur notre marché politique, hein, entre guillemets, hein, c'est le Rassemblement national. Donc arriver comme ça en challenger et espérer des résultats électoraux dès le début, ça me paraît tout à fait fantaisiste. Par contre, et c'est là où, il faut le dire, il y a eu une prise de conscience salutaire qui a eu lieu au sein de Reconquête, c'est qu'on va maintenant investir le champ d'action
militants. On le voit avec l'initiative Protégeons nos enfants, hein, qui se met en place. On l'a vu avec la mobilisation à Kayak, en Bretagne, contre le projet Horizon, contre l'installation d'une résidence pour migrants. Voilà, c'est là-dessus, à la base, sur le terrain, qu'on va pouvoir euh, nous développer politiquement. Ça va prendre du temps, ça c'est clair, mais c'est uniquement à ce prix, au prix du temps, au prix de l'investissement militant de tous les jours, qu'on va réussir à se développer politiquement. D'accord. Il y avait une question de Tom qui te disait bonsoir, j'aimerais savoir si vous avez déjà été confronté à des personnes qui ont fait le chemin inverse du vôtre, c'est-à-dire qui passent en gros de la droite ou de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et si oui, comment cela se passait? Personnellement, bonsoir. Personnellement, non. Non, j'ai jamais rencontré ce cas. Je pense que ça doit arriver. Je pense que ça doit arriver surtout à des profils, à des personnes qui ont commencé dans des milieux, on va dire, dans des organisations qui se réclament du nationalisme, mais qui sont en fait des organisations assez, euh, on va dire, assez malsaines, hein, politiquement. Ça va être, j'ai entendu parler de cas de ce genre, et c'était des mecs qui, à 16 ans, à 15 ans, avaient intégré des bandes de skinheads ou de hooligans néo-nazis, donc vraiment pas des mouvements euh, conséquents politiquement, mais qui étaient, voilà, qui s'étaient engagés un petit peu pour la violence, pour, euh, pour l'esprit de groupe, voilà. Et qui, petit à petit, en vieillissant, ont quitté ces milieux. Alors pour rejoindre l'extrême gauche, non. Non, ça j'en ai jamais entendu parler. Par contre, oui, il est possible que certains aient pu, se rapprocher, de mouvances, voilà, peut-être un peu plus centristes, un peu plus social-démocrates. Mais, non, personnellement, j'ai jamais été confronté à ce type de profil. Je pense que c'est beaucoup plus rare que l'inverse, que le cheminement de gauche à droite. D'accord. Je vais faire monter un adhérent ici pour qu'il te pose sa question directement. Brick Fury, tu peux venir et poser ta question. Ah, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aurais en fait deux questions, si c'est possible, hein. Oui, Ça tu l'est. peux. Ok. Ma première question, ça serait, est-ce que les gens de gauche, entre guillemets, ils sont perdus dans le sens que, en fait, le passage du gauche à droite ne peut être que du cas par cas, ou est-ce qu'on peut vraiment faire ouvrir les yeux aux gens qu'en fait, à l'extrême gauche, ben, on les manipule justement avec ce wokisme, cet antiracisme, etc. Alors, OK. Alors non, personne n'est perdu. Il faut absolument pas renoncer, bien sûr, à à essayer de convaincre les gens de nous rejoindre, hein, quelle que soit leur opinion politique. Sinon, bah, on se développerait pas, on ramènerait personne. Il faut bien sûr chercher à convaincre, mais alors déjà, il faut faire la distinction entre la personne qui va adhérer à des idées plutôt de gauche parce que voilà, c'est conforme à ses convictions, mais qui n'est pas plus formé idéologiquement que ça, et le militant véritablement convaincu, hein, le marxiste pur et dur, entraîné. Euh, Déjà, ces deux types de profils extrêmement différents. Ensuite, est-ce que on peut convaincre au cas par cas? Je dirais non, et il ne faut pas essayer. Parce que le changement d'opinion en politique, comme je l'ai dit, ça n'intervient quasiment jamais au terme d'un débat ou ou d'un dialogue entre deux personnes. Jamais. Enfin, faites que chacun fasse l'expérience autour de lui. Est-ce que vous avez déjà vu deux personnes débattre, quel que soit le sujet, et une personne, à la fin du débat, dire oui, effectivement, t'as raison, je me suis trompé? Non. Parce que, en fait, quand on débat, quand on défend un argument, on défend un petit peu quelque part sa fierté, et l'être humain
a trop de fierté pour avouer, «Oui, effectivement, maintenant que tu le dis, je me suis vautré sur toute la ligne». Ça n'existe pas. Non, on ne peut pas, convaincre ou persuader, avec, avec des arguments ou des débats ou ce genre de choses. Il faut agir plutôt, comme je l'ai dit, sur, l'affect. Il faut agir sur sur l'inconscient, si vous préférez. Heu, je vous donne un exemple, Fabien Roussel, où vous avez tous, enfin, je pense que beaucoup ont remarqué, la petite sortie qu'il a fait, quand il a dit sur Twitter, «J'aime, le vin rouge et la bonne viande, voilà la gastronomie française». Et ça a déclenché une bronca pas possible à gauche. Pourquoi? Parce que Fabien Roussel, quand il dit ça, il sait ce qu'il fait. En fait, il envoie un clin d'œil, il envoie un message sous-jacent à une partie de la population qui, peut être, acquise aux idées de la gauche, mais qui, sentimentalement, affectueusement, ne se retrouve pas dans, l'imaginaire, dans l'image qu'a la gauche actuellement. La gauche, Sandrine Rousseau, hein, typiquement, la gauche, Mélenchon. Donc en fait, quand Fabien Roussel dit ça, il s'adresse à un certain imaginaire. Il s'adresse à une certaine image. Voilà, en fait, il joue sur le non-dit. Quand il dit, le vin rouge, la viande, tout le monde sait à quoi ça renvoie. Ça renvoie, voilà, à la gastronomie franchouillarde, traditionnelle. Et le fait qu'il s'adresse à cet imaginaire-là, c'est ça qui a fait hurler, le reste de son camp politique parce que pour eux, en fait, il s'adressait au peuple français traditionnel, aux voilà, aux Français de base et comme je l'ai dit précédemment, le Français de base, c'est la classe dominante, c'est l'ennemi politique. Donc en fait, pour véritablement convaincre ou persuader quelqu'un, il faut jouer sur ses affects. Il faut en fait lui faire jouer sur son inconscient et inséminer dans son esprit l'idée que son camp politique, il n'est pas seulement, contraire à ses convictions qu'il affiche ouvertement, à ses convictions politiques, mais surtout à ses convictions, à ses principes moraux, ses principes, sa façon d'être, son identité. C'est là-dessus qu'il faut agir, sur l'identité. C'est dire, tu milites à l'extrême gauche alors que tu es blanc, alors que tu es un homme blanc. Enfin, là, il y a c'est là qu'est la contradiction. Ton imaginaire, ce que tu apprécies personnellement dans ta vie, ça va être détruit par, ce que tu défends. C'est là-dessus qu'il faut jouer. Plus que sur, dérouler une liste interminable d'arguments, de statistiques pour dire: «Oui, non, mais tu vois, l'INSEE, rapporte que le grand remplacement» c'est vrai. Voilà, vous montrez une statistique à un militant politique, de droite comme de gauche d'ailleurs, ça lui fait ni chaud ni froid. Il vous dira que la source est biaisée, voilà, ou ce genre de choses. Ouais, donc plus jouer sur, l'aspect un peu émotionnel, j'ai envie de dire. Tout à fait, tout à fait. Je sais pas si, si vous, ou les gens qui nous écoutent ont lu, La psychologie des foules de Gustave Le Bon, c'est l'idée sous-jacente, de son ouvrage que je recommande à tout le monde, hein, d'ailleurs, c'est que, finalement les arguments, en réalité personne n'écoute. Dans les débats télévisuels, hem, dans les débats entre 2 personnalités politiques, le la personne lambda, elle écoute pas les arguments, elle cherche pas à savoir si effectivement, ce serait mieux de baisser la TVA à 4 ou à 3. Ils veulent voir, ils cherchent à savoir lequel des 2 intervenants est le plus sympathique, est heu, paraît le plus intelligent, le plus cohérent dans ses propos, comment dirais-je? Le plus compétent. Voilà, c'est ça qui va jouer, jouer sur la conviction des gens. C'est pas les arguments, logiques. Donc d'accord, donc un peu la méthodologie aussi de Aristote sur la persuasion, en fait. Voilà, plus ou moins. Voilà, il faut aussi faire la distinction entre convaincre et persuader. Les 2 sont importants, mais in fine, on veut surtout persuader plus que convaincre, hein. Persuader donc, pour, heu, pour résumer, hein, pour tout le monde, convaincre, c'est, faire accepter une idée, à quelqu'un. Persuader, c'est l'inciter, à entreprendre une action. Pour faire plus simple, je peux vous convaincre que fumer, c'est mauvais pour la santé. Je vous persuade si vous arrêtez de fumer. Voilà, pour résumer.
Ok. Et du coup, ma deuxième question, elle va porter un peu sur justement l'union des droites. Parce qu'on voit actuellement dans les manifestations, les rassemblements, tout ça à gauche, qu'on a aussi bien du drapeau du NPA, de LFI, de la CGT, du Parti socialiste. Et à droite, on voit que c'est plus compliqué en fait de faire cohabiter le drapeau, par exemple, du RN et de Reconquête. Alors qu'au final, disons les choses, il n'y a pas grand-chose qui nous différencie sur beaucoup d'aspects. Donc en fait, comment on peut faire pour que, par exemple, dans une manifestation patriote, on puisse retrouver les drapeaux du Parti conservateur, de Debout la France, des Républicains, tout ça. Parce que on voit que chez nous, les cadres bloquent, mais est-ce qu'il n'y aurait quand même pas moyen de débloquer les choses, de faire accepter, voilà, que dans une manif de droite contre, je sais pas, l'insécurité à Nantes, on est le drapeau du RN, le drapeau de Reconquête, Union des Patriotes, pour enfin faire bouger les choses et être, comme tu l'as dit, présent dans la rue. Alors, effectivement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le manque de solidarité au sein du mouvement national. 2 raisons à cela, hein, c'est le manque d'unité idéologique. Donc en fait, comme je l'avais dit, il n'y a pas de la finalité n'est pas la même pour les différents, mouvements nationaux. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vouloir une sortie de l'Union européenne, d'autres qui vont s'y opposer. Il y a des gens qui vont, vouloir, je sais pas, le retour d'une monarchie, il va y avoir des républicains. Il va y avoir des gens qui vont insister sur le retour, du religieux, dans l'enseignement, d'autres qui vont voilà, il y a pas d'accord sur la finalité. Il n'y a des accords que sur ce qu'on rejette. Donc ça, c'est le premier obstacle. Et le deuxième obstacle, comme vous l'avez souligné, c'est effectivement les appareils de parti bloquent, toute tentative, d'action concertée, d'action commune. C'est effectivement les appareils, hein, c'est les cadres. Donc, comment faire? Heu, alors ça mériterait un débat plus approfondi. Moi, l'hypothèse la thèse que j'émets, c'est il faut agir à la base. C'est-à-dire qu'il faut, un petit peu coursi alors je dis ça, je sais pas si je suis autorisé à le dire, donc camarade modérateur, Je veille. n'hésite pas à m'interrompre, à couper la connexion si jamais je m'éloigne trop de la ligne du parti, mais il ne faut pas hésiter, quand on est militant de base, à agir sans forcément demander l'autorisation. Je vous le dis très honnêtement, si on est face à une actualité qui nous est propice, je ne vois rien moralement ou politiquement qui puisse interdire à une section locale de prendre contact avec d'autres mouvements et de monter des actions communes. Encore une fois, c'est ce que nous on fait avec d'autres mouvements sur Lyon, sur les thématiques sociales. Parce que l'actualité l'exige, parce que le contexte politique, l'exige et que si on attend d'avoir, le feu vert, du, N+1, N+2, manager, DRH, et cetera, en fait, on n'agit pas. Et donc si effectivement les appareils de parti alors bon, soyons quand même honnêtes, ça bloque plus je pense que ça bloque plus, de ce côté-là dans des partis type, Rassemblement national que chez Reconquête. Mais si ça bloque au niveau de l'appareil, c'est la base qui doit, heu, qui doit agir. Il y a la discipline de parti, je suis d'accord. Heu, il faut se méfier, de l'aventurisme, je suis d'accord. Mais quand le contexte politique s'y prête et qu'on sent qu'il y a une véritable opportunité politique, il faut pas hésiter, voilà, et on peut faire l'union des droites à la base. Ok, ouais. Ce que tu dis, c'est un peu ce que disait aussi Damien Rieu là, à l'UDT. Il disait justement qu'il fallait pas hésiter justement à faire des initiatives, que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire créer son propre compte Twitter, Insta pour relayer les informations, pour relayer, 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 pas que ça tombe dans l'oubli. Mais sinon, en fait, sur l'aspect union des droites, ce qui me rappelle un peu, comme tu as été au NPA, tu as peut-être entendu parler, c'est un peu aussi ce qui s'est passé, par exemple, le 14 juillet 1935, je ne sais pas si cette date te parle. Durant J'y cette étais pas. date, ouais, j'en doute. Et ben, durant cette date, il y avait le parti communiste, le parti socialiste et le parti radical de gauche
qui avaient réussi en fait à trouver un terrain d'entente. Et du coup, ils avaient réuni plus de 1 million 5 personnes dans la France, ce qui est énorme. Il y avait plus de 100 000 personnes à Paris. Et en gros, ils avaient trouvé un ennemi commun en fait à combattre, et c'est ça qui leur a pas mis leur union, c'était l'ennemi commun parce que le Parti communiste était anti-parlementariste, il était pour la dictature du prolétariat. Le Parti radical de gauche, c'est un peu les Républicains d'aujourd'hui, dans le sens qu'ils voulaient vraiment pas s'allier. Attention, fallait vraiment rester le plus au centre possible. Et en fait, ce qui les a alliés et surtout unis en 1935 et qui a permis d'ailleurs leur victoire pour le Front populaire en 1936 avec le gouvernement de Léon Blum, bah, en fait, c'était la lutte contre le fascisme. Donc je pense que théoriquement, ça va être cohérent ce que tu vas sans doute répondre. Mais du coup, est-ce qu'à droite, il ne faudrait pas qu'on justement officialise, même si ça prend du temps, de toute façon, on entre guillemets le temps, en fait, de trouver un ennemi qui conviendrait des républicains à Reconquête, tout simplement. Ah ben, ça, je pense que les ennemis, on n'en manque pas, hein, ils sont tous trouvés. L'extrême gauche, l'islamisme, le grand remplacement, enfin, c'est tout de même pas les, c'est tout de même pas les ennemis qui manquent, malheureusement. Non, je pense évidemment qu'il y a matière à faire une union militante, ne serait-ce que par opposition à un ennemi. Voilà, c'est un moindre mal, il faut bien commencer quelque part. Mais, heu, mais bon, voilà, on en revient toujours au même point de départ. Je pense que si on proposait, aux militants, RN, aux militants, Debout la France, aux militants Les Patriotes, aux militants, Reconquête, est-ce que vous seriez tous d'accord pour faire une manifestation commune contre, contre le terrorisme, enfin contre l'islamisme ou contre, la violence de l'extrême gauche? Je pense que tous les militants seraient d'accord. Tous les militants seraient d'accord. Mais encore une fois, c'est, au niveau, des appareils que ça bloque. Donc une solution, aussi par rapport à ça, bah, c'est de militer au sein même des institutions partisanes, au sein même des partis, de faire un petit peu le pressing pour, justement, faire entendre ces appels à l'union qui viennent de la base. Si on tombe sur un cadre, du parti, heu, qui, heu, qui fait campagne activement pour que chacun reste isolé, chacun reste chez soi et on ne parle pas aux autres, bah, il peut être intéressant de voilà, de hausser un petit peu le ton, de porter un petit peu la voix, pour que les instances du parti changent d'avis. Il faut, instaurer un rapport de force dans la société, mais il faut aussi l'engager au sein même du parti, au sein même de l'instance politique. Et ça, ce rapport de force, il faut l'initier depuis la base. Il faut pas compter sur une prise de enfin, sur une prise de conscience miracle de gens qui jusqu'ici n'ont rien fait pour faciliter l'union des droites. Je parle par exemple, je sais pas, de Marine Le Pen. Ça m'étonnerait que Marine Le Pen, soit, plus disposée qu'avant à faire, une union des droites, même, ponctuellement, hein, dans le cadre d'une manifestation et cetera. On l'a vu d'ailleurs à Caillac. Caillac, qui avait été initié la manifestation, de Caillac, qui avait été initiée, par Reconquête, les militants, Rassemblement national, ont eu interdiction de s'y rendre. Voilà, mais ça vient du haut, ça vient du haut du panier, ça vient des cadres. Donc c'est là-dessus qu'il faut agir. D'accord, donc pas hésiter en fait à faire monter au cadre en disant: «Bah, voilà, il se passe ça, on a une idée, on aimerait que ça se fasse, quoi». Donc pas hésiter en fait à dire: «Bon, de toute façon, ça sert à rien de rien dire», parce qu'en effet, si on dit rien, Non, bah, il il y a aucune faut chose. il faut, il faut pas tomber dans l'attentisme en politique. Tous autant que nous sommes, tous militants que nous sommes, on s'est tous engagés, pour certaines raisons, parce que nous avions des convictions, parce que nous avions envie de nous engager dans un combat qui nous paraît important. Heu, c'est pas pour, être des pots de fleurs. C'est pas pour suivre, bien sagement. Encore une fois, il faut qu'il y ait une discipline de parti, mais cette discipline de parti, elle ne doit pas, pousser à l'attentisme, au suivisme, voilà, sinon ça sert à rien qu'on soit là. Si on est juste là pour, dire, «Oui monsieur, bien monsieur, non monsieur»,
voilà, ça sert à rien qu'on soit là. On a mieux, je crois, à faire de nos vies que d'être des bons exécutants. Il faut aussi euh, qu'on fasse entendre nos aspirations sur la conduite du mouvement politique auquel on appartient. D'accord. Bon, je te remercie, d'avoir pris le temps à répondre à mes questions et je remercie à Saint-Gabros de m'avoir donné la parole. Merci à toi. Merci. Je rajouterais, bonsoir à tous, je Bonsoir. rajouterais un truc par rapport à l'intergroupe. Je rappellerai qu'en avril-mai, je crois, il y a un groupe constitué de GZ, de militants de l'AF, de la Cocarde et de l'Uni, qui sont allés tous unis pour aller débloquer Sciences Po Paris. Et ça a été revendiqué officiellement et soutenu officiellement par GZ. Donc, comme quoi tout est faisable, hein, comme quoi tout est Voilà, possible. absolument. Bah, c'est typiquement le genre d'action, le genre d'initiative qu'il faut reproduire et qu'il faut mettre en place. Absolument. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me réjouis, que ce genre d'initiative soit approuvé et même soutenu par Reconquête. Voilà, c'est là qu'on voit l'avantage qu'a notre mouvement sur d'autres organisations, on va dire, plus fermées et plus autoritaires. Voilà. RN. Et C'est on a ça. vu idem il y a pas longtemps, GZ Lyon a fait une action pour l'Arménie avec l'AF et la cocarde, pareil. Tout à fait, j'y étais. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y avait aussi une manifestation, je crois, la manifestation pour la vie, où il y avait quand même des militants, hein. Là, Oui, c'était moins organisé par les structures, c'était organisé par une organisation tierce, on va dire, extérieure à tous nos groupes. Mais de toute façon, oui, c'est par les militants en fait, parce que tous les militants se connaissent. Généralement, ce sont des petits milieux bon, qui ont vocation à s'agrandir depuis quelques années. Mais tout le monde se connaît. Moi, j'ai déjà fait plusieurs opérations et plusieurs manifestations avec l'AF, là où je suis, l'AF et la cocarde. Donc non, c'est totalement faisable. Pour les militants ici là qui sont ici, qui nous écoutent, parlez-en avec vos respos. Euh, le coup du Timothée, j'ai entendu tout à l'heure, tu parlais de créer une espèce de pôle de manifestation, on va dire, un pour comité de mobilisation. voilà, comité de mobilisation, pardon. Eh ben, moi, je trouve ça typiquement cette idée, elle est excellente. Elle est excellente en fait. Donc non, non, c'est parlez-en vos respos. Et en fait, c'est par la base. Au bout d'un moment, quand ils vont s'apercevoir, euh, je parle de tous les mouvements confondus, hein, que ce soit RN ou chez nous. Mais quand les gens vont s'apercevoir, c'est plus côté RN surtout. Mais quand ils vont s'apercevoir que la base fait des choses et que ça marche, et qu'ils s'aperçoivent que bah, du coup on gagne, on va dire, ou qu'on n'est pas dans le camp des perdants, là ils vont réagir et là on fera bouger les lignes, quoi. Donc faut pas hésiter. Après, faut pas non plus partir avec des débilos conspi pour faire une manif pour dire que la Terre est plate, hein. Il faut que ça reste, Faut que ça reste cohérent. dans la ligne élargie peut-être, mais dans la ligne du mouvement. Voilà, et effectivement, il faut surtout faire attention à pas tomber dans des travers et à commencer à rassembler tous les farfelus qui peuvent traîner parce que on veut pas, mais Il y en a voilà, beaucoup. voilà, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans le milieu national, comme il y en a beaucoup à l'extrême gauche. En fait, plus on est radical sur le spectre politique et plus on attire des illuminés. Et ça, c'est valable dans les deux camps. Mais voilà, il faut rester, on va dire, entre militants conscients qui ont un projet politique. Voilà, et mener déjà des actions. Déjà, quand on aura ramené ces gens-là, ce sera déjà un sacré pas en avant. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Euh, Merci, Si. merci à vous deux. Parfait. Ah, on a une question
de Florianus Silvianus que je vais faire monter ici. Hop, je t'invite à venir. Bonjour. Bonsoir. Alors, j'avais des questions beaucoup plus légères, hein, on va dire. Alors, deux questions. Premièrement, est-ce que tu as toujours des contacts avec les personnes de ton entourage quand tu étais dans le milieu de l'extrême gauche aujourd'hui? Et bon, si oui, comment ça se passe? Et deuxième question, tu me disais que tu avais commencé le militantisme vers 16 ans, quelque chose comme ça. Je me demandais aussi comment ton entourage voyait à l'époque ton militantisme en tant que mineur, hein, ton entourage soit familial. Alors, je suis désolé, j'ai pas tout compris. Il y a eu une, Ah ouais, c'est enfin, bientôt le le réseau. son était pas Ouais, très bon. on Il y a eu un remercie bug, le mais je pense réseau. pour résumer, on peut dire pour résumer comment ton entourage a pris la nouvelle de ton engagement si jeune et pour ce parti et comment elle a apprécié ton évolution. Alors, bon, ça c'est quand même personnel, donc si tu veux bien, je vais le garder pour moi. Parce que déjà, D'accord. surtout Vas-y. parce que mon cas, non, c'est surtout que mon cas personnel, en fait, n'est pas très intéressant. Enfin, bon, je pense que beaucoup de gens se fichent éperdument de ce qu'ont dit les amis de Timothée Legrand. Voilà, ma personne n'est pas importante, n'est pas pertinente dans le débat. Euh, oui, j'ai gardé quelques contacts, quelques connaissances sur Besançon, mais c'est devenu des liens, enfin, c'est parce que c'était des liens d'amitié. J'ai plus de liens politiques euh, de cette nature. D'accord. Merci pour ta question. Mais évitez toutes les questions personnelles évidemment parce que ça ne regarde que lui. Donc voilà, poser des questions générales sur l'engagement, l'extrême gauche, comment le combattre, etc. Antoine, je vais te faire monter. Si, je t'invite à parler. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, Oui. Ok, parfait. Alors, à vrai dire, c'est pas vraiment une question que j'ai à poser, c'est simplement un remerciement parce que j'ai trouvé très 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 pertinent ce que tu as dit. En fait, tu as dit exactement ce que je me tue à dire à toute la sphère, que ce soit autant nationaliste, patriote, etc. Des gens du milieu en fait depuis quelques mois déjà. Et donc voilà, je voulais te remercier pour ça, parce qu'en fait, je pense que tu mets le doigt exactement là où il faut l'être, enfin là où il faut le mettre, comme tu l'as dit aujourd'hui, et comme je me tue à le dire aussi, aujourd'hui on est à un ratio de 1 contre 6. Enfin, voilà, on a les boomers, les islamistes, les gauchistes, tout contre nous. Et si on n'arrive pas, si on n'arrive pas, oui, à trouver les moyens de se rassembler, en fait, on est juste bon à mourir et à disparaître. Donc, je voulais te remercier pour en fait le discours que tu as tenu, que j'ai trouvé très pertinent et extrêmement précis enfin, dans les problèmes qu'on a dans notre milieu et dans ce qu'il va falloir faire ces prochains mois. Voilà, c'était tout. Eh bah bon, c'est déjà pas mal. Bah, merci beaucoup. Je suis très heureux que tu aies trouvé l'intervention déjà utile et pertinente. J'espère que c'est un sentiment partagé par tout le monde ici. Et oui, effectivement, ce qui va être très important, c'est que à l'issue de cette intervention, si vous me faisiez l'honneur d'en avoir retiré quelque chose, c'est qu'il faut qu'à la base, dès maintenant, on commence à faire monter, à lancer ces initiatives de terrain euh, partout dans toutes les sections et qu'on constitue cette union à la base. Voilà,
en vous déconnectant dans quelques minutes après l'intervention, vous pouviez en retirer qu'une seule idée, c'est allez, je vais aller contacter mes camarades de ma section, on va se rassembler, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire à notre niveau, dans notre ville, dans notre village, dans notre département, dans notre quartier, sur notre lieu de travail pour lancer des initiatives. Voilà. Donc, C'est exactement ça. C'est voilà. exactement Donc, ça. Et moi, ce que je disais, c'était en fait aux gens, que ce soit en fait autant des royalistes, des nationalistes, des patriotes, de tout ce qu'on veut, c'était d'abord en fait de sauver la France et de ensuite se chamailler de voir les désaccords entre nous. Mais que ben, si la France disparaîtrait, en fait, on aurait tout perdu, nous tous. Donc, voilà, sauvons on aura, d'abord la France et après on parlera plus en détail, on va dire. voilà. Et je complète en disant qu'il y avait donc l'autre point que j'avais abordé, c'était le manque de cohésion idéologique euh, du mouvement national, parce que ça aussi, c'est un problème très important. Euh, Comme je l'avais dit plus tôt, on ne pourra pas, même avec la meilleure volonté du monde, on ne pourra pas créer d'unité durable sur une simple opposition. Il faut Exactement. qu'on ait une même vision de la société, une même vision du monde, une même conception de la lutte politique. Donc, en quelque sorte, il faut que nous-mêmes, on soit capable de produire un équivalent nationaliste du marxisme, c'est-à-dire un corpus idéologique qui serve de colonne vertébrale à tout notre champ politique, quel que soit notre parti. Hein, comme j'avais dit, que vous soyez anarchiste, NPA, lutte ouvrière, France insoumise, vous êtes au fond tous marxistes. Et ben, si nous, euh, à la droite nationale, on arrive à produire quelque chose d'équivalent, déjà on aura fait un pas immense vers une unification. Donc ça aussi, il y a des projets qui sont mis en place de ce côté-là. Voilà, mais si vous-même vous pensez vous pouvez apporter une contribution à à la discussion, à l'élaboration d'une idéologie euh, politique du nationalisme, ben voilà, pareil, lancer des initiatives. J'ai été très heureux d'apprendre que il y avait maintenant un hebdo, hein, un hebdomadaire. C'est un hebdo Reconquête ou hebdo uniquement GZ? C'est une question. Je ne saurais pas te répondre Ou personnellement. non, monsieur le modérateur? Pourrais-tu Alors, ah, l'hebdo, en fait, l'hebdo est fait par l'équipe de Guillaume Pelletier et de OK, Marion Maréchal. Et il a destination des deux, hein, il a destination de tout le parti. Mais nous, on n'est pas à l'abri peut-être d'en ouvrir un au niveau du Discord. En fait, c'est déjà en projet. bien, bien. Euh, un peu plus axé sur GZ et un peu plus axé sur ce qu'on souhaiterait faire en fait à notre niveau. Eh ben, écoute, je pense qu'on suivra tout ça avec grand intérêt. Mais après, on a déjà en fait plusieurs trucs. On a aussi l'eurodéputé Nicolas Bay qui chaque semaine fait passer sur les boucles Telegram un, un espèce d'hebdo de l'Assemblée européenne, enfin du Parlement européen, pour expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est important, pourquoi pour nous ça devrait nous intéresser. En gros, c'est une petite lettre, je vais pas dire une lettre du front parce que ce serait mal interprété, mais ouais, un espèce de newsletter de ce qui se passe là-bas avec enfin le point de vue Reconquête, quoi. Je vois. OK. Ce qui est très Ben, intéressant aussi. bien sûr, bien sûr. De toute façon, plus on multipliera ce type de publication, et sur tous les supports, hein, support web TV, support chaîne YouTube, réseaux sociaux, Discord, même support type publication hebdomadaire, plus on sortira ce type de publication, plus on pourra répandre notre idéologie, nos idées dans l'espace public. Voilà, ça aussi c'est très important, c'est notre capacité à produire
du contenu qui soit idéologiquement et politiquement intéressant et le diffuser le plus largement possible. C'était le but justement de notre hebdo en fait qu'on voulait faire à notre niveau, au niveau de Discord. On a énormément, en fait, on a de la chance ici, c'est qu'on a énormément de profils qui sont variés et on a énormément de spécialistes dans tous les domaines. Ouais. Et c'est plus facile de les fédérer ici parce qu'ils sont déjà là, en fait. Surtout que là, on est passé de 7000 et quelques à 16 000. On est 16 600 à peu près ce soir. Donc tout ça en quelques jours. Pardon, 17 250. Tant pour moi, ça évolue un peu vite. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on a toujours des gens qui bossent dans des endroits qui pourraient nous intéresser, comme l'énergie, le social, tout ça. Parce que c'est quand même des questions qu'on ne doit pas laisser à la gauche pour nous. C'est pour ça qu'hier, par exemple, on a fait un débat sur la protection animale, par exemple. Donc, non, on a pas mal de choses qu'on va faire et qu'on essaye de mettre après à l'écrit. C'est pour ça aussi qu'on enregistre nos conférences, qu'on les diffuse maintenant sur YouTube depuis aujourd'hui. C'est pour ça que, on essaye justement de propager notre idéologie et puis aussi ça pourrait un petit peu, comme on dit, débunker les gens, les a priori qu'ont les gens sur nous en fait, parce que quand t'as les médias qui sont contre toi, c'est pas évident. C'est sûr. Et je Ok. voulais juste rajouter une dernière chose pour complémenter, ce sera la dernière chose. C'est que, comme tu l'as dit, en fait, il faut retrouver un peu une conscience populaire sur laquelle se réunir et un socle commun qui nous parle à tous et naturellement. Et donc, c'est pour ça que moi, j'invite les gens, par exemple, vous avez tous déjà vu ce profil, un peu voilà, la personne de droite, notamment sur les réseaux sociaux, le fameux compte gaulois déter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, malheureusement, dans le milieu, je vois trop de gens qui vont aller le voir en le critiquant, en disant oh, regarde, ça y est, encore un gaulois déter qui se prend pour je sais pas quoi, machin, etc. En fait, je pense qu'il faut arrêter un peu de mépriser tout ce qui se crée dans notre camp et qu'il faut arriver un peu à viser plus large et arrêter de tout de suite en fait mépriser toutes les personnes de notre milieu parce qu'elles sont pas exactement comme on souhaiterait qu'elles le soient. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut retrouver un peu cette conscience populaire qui arriverait à tous nous rassembler, même si c'est pas parfait, même si c'est pas exactement ce qu'on veut, même si ça va pas uniquement dans notre sens. Voilà. Et je voulais juste terminer là-dessus. Ok, c'est bien dit. Enfin, on a peut-être un petit peu dévié par rapport au Ouais, sujet original. Donc, ok, c'est très cool. Est-ce qu'on passe aux questions suivantes? Ouais, alors du coup, je vais prendre le relais de Gabons qui a reçu un coup de fil assez urgent. Alors, pérennité, ça c'est un sacré pseudo ça. Saint-Louis, je t'invite à m'envoyer un MP pour m'expliquer ce que tu souhaites poser comme question. Parce que on fait pas trop monter d'Everyone pour éviter les trolls et tout, donc envoie-moi un message plutôt, un message privé sur ce que tu veux dire. Ça serait top. Pérennité, bonsoir. Alors, tu es mute, je sais pas si tu peux parler. Pérennité, premier appel. Ok. Ouais. Vous êtes en muet. Ouais, vous... Allô? Ah, là on t'entend. Ah ouais. Je suis désolé, j'ai dû faire une mauvaise manipulation parce que je suis pas un pro de Discord, j'avoue que je Non, suis mais un il n'y a peu pas de perdu. souci. Je suis un peu perdu là-dedans. Donc je me présentais, j'ai 60 ans, je suis père de famille d'une petite fille, voilà, que j'ai élevée dans l'esprit Zemmour. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais bon, qui a 23 ans. Donc je suis un papa heureux. Je suis juriste de métier et j'ai 60 ans, je suis à 3 ans de la retraite. Voilà. En fait, moi j'ai été chez RN pendant un certain temps. Je suis arrivé, je suis reparti, puis j'en ai eu marre parce que Marine Le Pen, à part envoyer des SMS pour acheter des t-shirts, pour prendre des adhésions, il nous envoyer des t-shirts. Bah j'en ai eu un peu marre de son système là.
Et puis quand Zemmour s'est présenté, voilà, j'ai foncé, j'ai pris mon adhésion, comme beaucoup de gens, quoi. Voilà, moi j'aurais 3 questions à soulever parce que je pense que le débat dont on parle, qui est l'identité française, etc., la faculté d'être français, il est immense, il est spatial, je dirais. Il y a des tas de questions moi, que je ne peux pas le faire parce que il faudrait ne pas être en virtuel, mais il faudrait être dans une grande salle où on puisse débattre, échanger, etc. Et là, bon, c'est pas possible. Mais j'aurais 3 questions majeures. La première question, et j'aimerais vous interroger là-dessus, vous tous, c'est est-ce que un des interlocuteurs en a parlé, enfin un des animateurs en a parlé à l'instant là. Il m'a volé un peu le propos d'une certaine manière, enfin une façon de parler, mais c'est que est-ce que vous n'avez pas l'impression que aujourd'hui les Français, c'est-à-dire nous autres, que ce soit moi, vous, enfin les gens qui nous écoutent, tout ça, on a une difficulté à communiquer dans le sens à se sentir d'un même groupe, se sentir français, c'est-à-dire en fait. Si vous regardez, par exemple, je vous projette en 1940, les Français, c'était un peuple, ils étaient tous unis, il y avait des différences, bien évidemment, entre les communistes, les machins, les ci et les ça, mais il y avait un peuple français, c'est-à-dire, en fait, ils existaient, et il y avait un esprit, il y avait, ils formaient peuple, en fait, ils formaient peuple. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a totalement désappris, ils ont tout fait pour ça, pour qu'on désapprenne à être peuple, c'est-à-dire à se sentir proche de son prochain en tant que national français, en tant que français. Alors, j'utilise peut-être pas les termes qu'il faut, mais ce que je veux dire, alors, on dit la fraternité, on dit, mais que ça soit la France, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un peuple commun qui est uni dans les idées et qui, voilà, demain, si on attaque son pays, il va faire peuple, il va s'unir pour se défendre. Et en fait, j'ai l'impression qu'on nous a désappris par une forme de matraquage qui fait que on ne sait plus en fait être peuple avec son propre peuple. Alors il y a des gens qui diront la disparition du peuple. Qu'est-ce qu'un peuple? Ça serait une bonne question à poser. Bon, ça c'est mon premier débat que j'aimerais entendre des gens s'exprimer là-dessus. Et la deuxième chose, j'aimerais s'exprimer là-dessus. Est-ce que vous pensez pas que la fin du service militaire, c'est le symbole, justement, de la globalisation, de la mondialisation, de la fin de la France, de la fin de peuple, de la fin d'un peuple qui est fondé à se défendre, parce que qu'est-ce qui nous anime? C'est la survie, en fait. C'est la survie. Quand on parle des gens qui viennent de Sub-Sahara, d'Afrique et de partout, en France, ils viennent pourquoi? Ils viennent pour la survie. C'est-à-dire, eux, ce sont des sociétés patriarcales, ce sont des sociétés où ils croient dans la famille, ils croient en le père, la mère, et nous, on est en train de nous saboter tout ça. On dit parent 1, parent 2, on vous dit la famille, ça n'existe plus, ça vaut plus rien. Après, on vous parle de wokisme, etc. Une sorte d'infectation des esprits. Mais tous ces gens-là, eux, ils en ont rien à foutre de tout ça. Ils en ont rien à foutre. Eux, c'est père, mère, papa, maman. Ils ont des notions bien terriennes, et je veux dire bien. Ils sont pas dans le politiquement correct, hein. Eux, ils sont dans la survie et ils sont pas dans le même débat que nous, hein. Bon, donc ça, je rattache parce que je parlais de la fin du service militaire. C'est quelque part le corollaire ça fait partie d'un ensemble avec l'UE, etc. De la fin de la France, en fait, puisqu'on dit aux gens, vous n'avez plus besoin de défendre votre pays, ça sert à rien. Donc, il n'y a plus de service militaire, ça sert à rien, etc. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, est-ce que vous pensez qu'on est dans une guerre? Est-ce que vous pensez qu'on vit une guerre? Parce que je vous pose la question, parce que Éric Zemmour l'a dit sur un plateau, en faisant un comparatif avec l'Ukraine, il a dit, nous aussi, nous sommes dans une guerre, dans une autre guerre, mais nous sommes dans une guerre. Est-ce qu'on vit pas une guerre? On nous fait la guerre, en fait, mais d'une matière beaucoup plus subtile, par exemple, par une généralisation du voile dans l'espace public. Alors, on va dire les gens, oui, mais l'UE ne permet pas de faire ça, etc., etc. Mais enfin, quand vous en avez deux sur 10 000 mètres carrés, et puis vous en avez 1000 sur 10 000 mètres carrés, ça fait plus pareil déjà. Donc, est-ce que on n'est pas dans une guerre qu'on nous fait, une guerre silencieuse, contre laquelle on se trouve impuissant? Parce que en 40, quand il y avait la guerre, tous les Français. On va peut-être J'ai fini là. Tous les Français faisaient la guerre.
quand il y a eu la guerre en 40, tous les Français étaient concernés. Aujourd'hui, on est dans un système sélectif. C'est pas tous les Français qui font la guerre. Donc, je veux dire, est-ce qu'on n'est pas dans une guerre? Voilà. Et ça, c'est ma troisième question. Donc, à la première, c'était le fait de faire peuple ensemble. La deuxième, c'était le service militaire, qui est le corollaire du reste. Et le troisième, c'est qu'on nous fait une guerre. Voilà, je vous laisse la parole. Et, alors merci beaucoup pour ces questions. Donc, je sais pas comment on fait pour voilà, j'ai Non, fini là. t'inquiète pas. Je m'en occupe, t'inquiète. Merci à toi. Euh, Vas-y, Timothée. Ouais, alors en fait, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est des questions vraiment très intéressantes et très importantes, hein, on peut même dire vitales, mais qui du coup mériteraient d'être abordées soit lors d'un événement à part entière, soit lors on va dire, d'une séance de questions portant sur la politique générale, puisque là, du coup, on était vraiment sur le thème l'extrême gauche. Donc, c'est vraiment sur Ouais. quelque chose de spécialisé. Je Ça pense que mérite des soirées, ça mérite une soirée complète en fait. ouais, je pense Rien que que pour parler de ça, parce c'est que tellement vaste. parce que là, on a déjà commencé depuis presque 2 heures. Je pense qu'on va Non, on pas va pas continuer tarder, encore t'inquiète pas. jusqu'à minuit. Je dis pas ça pour, enfin, je suis pas pressé, Non, hein. mais en fait, non, mais Mais je voilà, sais en fait que les conférences, quand t'as commencé à durer déjà 2 heures, ça commence à être vraiment très long pour celui qui parle tout le temps. Donc, non, mais on va ménager nos invités, t'inquiète y a pas. pas de souci, mais voilà. En l'occurrence, toi, du coup, on va te ménager. Merci. Oui, donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc, je pense que ce sont des questions très pertinentes et d'autant plus, enfin, qui méritent d'autant plus d'être abordées dans un cadre plus adapté. Ouais, on va peut-être la semaine prochaine, on organisera un débat là-dessus et Ouais. on essaiera de faire venir. Moi, ouais, non, je sais pas. Ouais, non, mais de toute façon, on va sûrement organiser un débat là-dessus. On avait une autre idée de sujet, mais on le repoussera, c'est pas très grave. Du coup, il y avait Saint-Louis qui demandait si pourquoi l'extrême gauche est anticléricale. Bon Elle courage. Non, c'est pas si compliqué. Bah, en fait, Non, elle non. l'a été. Elle l'a été, elle a été anticléricale. Vous remarquez d'ailleurs que, bah, depuis quelques années, justement depuis la période, 2007-2010 que j'ai évoquée, le discours sur les religions a considérablement changé. Heu, le discours anticlérical, antireligieux, a fortement baissé dans le discours, de la gauche en général. Hem, déjà parce que voilà, le nouvel électorat, prioritaire de la gauche qui est l'électorat, soit l'électorat musulman, soit l'électorat, chrétien en provenance d'Afrique ou d'Asie. Heu, ce sont des populations effectivement, assez religieuses, sur qui le discours anticlérical, de l'ancienne époque ne prendrait pas. Donc en fait, la gauche anti-religion, hem, n'est pas anti-religion pour des raisons, philosophiques. Elle l'est parce que, alors Marx disait que la religion était l'opium du peuple, hein, que c'était un outil de contrôle, des populations par les classes dominantes. Plus largement, heu, ou plus simplement, je pense que, la religion offre un idéal de vie et et une espérance, qui est incompatible avec l'idée de lutte politique. Parce que, le fondement du christianisme, c'est que, enfin, l'un des fondements du christianisme, c'est que finalement, les souffrances qu'on endure sur cette terre, ne sont pas trop graves, mais que l'idée, c'est de gagner sa place au royaume des cieux qui est la vie éternelle. Donc l'espérance d'une vie meilleure, elle se situe dans un autre monde. Heu, c'est évidemment, incompatible avec l'idée de lutter pour améliorer ses conditions d'existence, ici et maintenant.
que porte la gauche. Donc je pense que c'est surtout ça qui instaure une défiance de la gauche vis-à-vis de la religion. Mais bon, voilà, c'est extrêmement relatif. Encore une fois, ça fait très longtemps que j'ai pas entendu un responsable de gauche, comme par exemple Mélenchon. Mélenchon qui était effectivement un anticlérical acharné, un laïciste assez belliqueux avant. Bon, depuis qu'il a compris que la majorité des musulmans voterait pour lui, bon, il s'est quand même énormément adouci de ce point de vue. Donc, je pense que l'anticléricalisme de gauche a énormément diminué. Ok. Du coup, je te remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai une dernière pour toi. C'est qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des jeunes qui nous écoutent et qu'est-ce que tu aimerais leur faire parvenir comme message ou à nos militants pour clôturer. Bon, c'est pas la drogue, je sais Ah pas. non! Non, non, allez, non, mais dit comme ça, enfin, posé comme ça de but en blanc. Non, très sérieusement, je pense que euh, l'actualité politique, sociale, internationale est très compliquée. On est dans une période charnière où en fait toute la période, on va dire, un petit peu de stabilité qu'on avait connue depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, hein, jusqu'au début des années 2000, est véritablement en train de se clôturer. On entre vraiment dans une nouvelle ère de conflits. Alors, les conflits, bien sûr, armés, hein, qui font rage de par le monde, mais il y a aussi des conflits politiques, des conflits sociaux. Les contradictions, on est dans une période où les contradictions inhérentes au système euh, politique et social français sont en train de se révéler, où en fait les piliers qui avaient maintenu le système politique français jusqu'ici sont petit à petit en train de s'effondrer. Et donc, je sais qu'il y a il y a beaucoup d'éléments dans, dans le monde, dans la société euh, qui peuvent prêter au désespoir, qui peuvent prêter au découragement parce qu'on se dit, enfin voilà, c'est foutu, la France se relèvera jamais, les Français, c'est finex, hein, c'est finito. On est en train de devenir de plus en plus pauvre, le grand remplacement, se propage de plus en plus. Je dis que ce sentiment d'impuissance, il n'existe que parce que on était dans une période où les contradictions du système ne suffisaient pas à le renverser, et que là, on entre dans une période d'opportunité politique majeure, ce qui veut dire qu'on va entrer dans une période politiquement dangereuse. C'est le thème que j'ai essayé de développer en vous parlant du danger de l'extrême gauche depuis tout à l'heure. Mais opportunité, donc ça veut dire danger, mais ça veut aussi dire possibilité pour nous de nous développer à une vitesse et dans des proportions que il y a quelques mois ou quelques années, on n'aurait jamais imaginé. Il y avait cette phrase de Lénine euh, que je, que je cite de tête. D'ailleurs, clôturer une conférence Reconquête avec du Lénine, c'est quand même pas mal. Mais bon, Ouais, surtout sur l'extrême gauche, donc mais c'est bon, pas mal. ça reste dans le thème. Ouais, ouais. Lénine qui disait il y a des décennies où rien ne se passe et il y a des journées où des décennies s'écoulent. Donc c'est un petit peu le type de période dans laquelle on est en train d'entrer. Et donc c'est à nous, militants, qui avons des convictions, qui avons des sentiments patriotiques très nobles et très justes, de prendre notre responsabilité historique et de prendre l'initiative de guider ce mouvement, de guider un petit peu cette période pour imposer finalement nos idées et nos objectifs. Yes, je te remercie. J'envoie un dernier message à Gabon, voir s'il est là. Non, il peut pas être là. Je vous remercie tous d'avoir participé et d'avoir écouté à cette conférence qui était extrêmement bien.
Merci à toi, Timothée, d'être venu. Merci à vous Merci à tous. toi. Demain, pour information, 20h, on a le sénateur Stéphane Ravier qui vient. Donc ça sera un entretien qui sera basé sur son voyage en Ukraine avec l'eurodéputé Nicolas Bay. Donc le thème sera grosso modo vraiment que l'Arménie. J'ai dit l'Ukraine, non? Oui. Ouais, putain, non, ça a rien à voir avec l'Ukraine, hein, je suis désolé. C'est parce qu'on commence à avoir peur pour lui. Non, ça a rien à voir. Non, en fait, j'ai un article à côté sur l'Ukraine, sur le deuxième écran, et c'est pour ça, Bref, désolé. Je recommence. Demain 20h, nous avons un entretien sur l'Arménie et sur le conflit qui les oppose avec l'Azerbaïdjan. Donc, par rapport au voyage qu'il a fait avec l'eurodéputé Nicolas Bay cette semaine. Donc, il va venir en fait nous dire un petit peu en exclu ce qu'il a vu, ce qu'ils ont fait, et nous parler de la situation sur place parce que on n'en parle pratiquement pas dans les médias. Et surtout qu'on n'en parle pas parce que on a passé des contrats gaziers et pétroliers avec l'agresseur. Donc c'est pour ça. Ça va être intéressant. Donc venez 20h. Ça sera dans le canal juste en dessous. De toute façon ici il sera renommé. Et dimanche soir il y aura la revue d'actualité et on diffusera le planning de la semaine prochaine. Donc voilà, merci à tous d'avoir participé, merci encore Timothée, et un grand plaisir. C'était un grand plaisir de t'accueillir ici.